Donc cet après-midi, moi je suis là pour vous parler de mon expérience autour de la sobriété heureuse ou simplicité volontaire. Je vous dis, je vais utiliser les deux termes comme synonymes. Voilà, là, je suis un petit peu nerveuse, il va falloir que je me mette dedans. Et donc pour déjà juste quelques mots peut-être sur la sobriété heureuse avant de commencer à vous raconter ma vie, ce qui est un peu l'idée d'être là aujourd'hui, de dire que c'est un concept assez ancien. Je pense que vous le savez tous ici, notamment au niveau spirituel et philosophique. Voilà, les racines peuvent en arriver au grec, à Épicure. Mais après, au XXe siècle, ça a commencé à prendre une notion beaucoup plus politique. Gandhi, c'est un peu un des grands porteurs de la simplicité volontaire au XXe siècle. Et aujourd'hui, je dirais encore plus, si on définit la simplicité volontaire comme l'art en fait de vivre en prenant en compte les impacts de ce qu'on vit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement interconnecté. N'importe lequel de nos actes quotidiens, là je pense à cet ordinateur, à cette salle, à mes vêtements, à mes chaussures, tout ça, ça me lie à des dizaines, des centaines, des milliers d'autres êtres humains, et dont la plupart sont en plus à l'autre bout de la planète. Donc on peut définir en fait la simplicité volontaire comme l'art de ne consommer que la part qui me revient sur cette terre. Donc il y a vraiment une notion de justice sociale et d'équité qui est très très importante dans la sobriété heureuse. Donc voilà, donc insister sur le fait que c'est une éthique pratique, concrète, c'est à la fois une source de satisfaction et de bien-être profond, comme ça pouvait être défini à l'origine, mais aujourd'hui c'est aussi un positionnement politique et un acte de résistance en faveur de la terre et des hommes. Et moi c'est comme ça que j'essaye de le vivre. Voilà, ça c'était la petite introduction. Et maintenant donc l'idée c'est de vous raconter un petit peu comment dans mon quotidien j'essaye d'appliquer, d'incarner un peu ces principes et cet idéal. Alors c'est difficile de mettre des mots et un peu de temps sur ce que je vis, donc j'ai choisi de vous montrer des photos. Je me suis dit comme ça sera un petit peu plus concret. Voilà. Moi j'habite assez loin d'ici, j'habite au sud-ouest de Toulouse, en pleine campagne. Voilà, donc les photos que je vais vous montrer, c'est des photos assez personnelles, voilà, assez intimes. Voilà, pour vous emmener un petit peu avec moi dans ce que je vis. Canlao, c'est le nom de la ferme. Voilà. C'est une ferme qu'on a créée en 2012 avec mon compagnon. Et à l'époque, ma fille est née. Et voilà, il y en a 2 autres qui sont nés entre-temps. Et donc, j'ai décidé de vous parler de 4 aspects. D'abord, on va parler un peu de l'habitat. Voilà, je vous expliquerai où on vit, comment on vit, ensuite de l'aspect agricole, donc qui est très important pour nous, de nos activités un peu d'accueil et d'ouverture par rapport au monde extérieur. Oui, ça sonne fort, hein. Merci. Et après de la vie de famille. Donc j'ai organisé ça comme ça parce qu'il fallait bien que je trouve une façon d'organiser mes photos et la présentation, mais surtout ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est à quel point tout est lié, et tout est intégré et tout est mélangé. Et justement, c'est ça qui est au cœur aussi de notre projet de vie. Voilà. Et donc voilà, donc je voudrais vous parler de tout ça et après partager quelques petites réflexions voilà, sur cette expérience. Et voilà, il ne faut pas hésiter à me dire si je suis trop longue et si je m'étends trop. Hop, donc on commence par l'habitat. J'ai choisi cette photo parce qu'elle représentait bien pour moi aussi justement l'intégration entre tous les différents éléments. Donc là on voit 2 de mes filles, mon frère et un ami sur un des nombreux chantiers qu'on a mis en œuvre ces dernières années. Ah oui, et avant de raconter tout ça, je voulais juste vous dire 2 mots sur ce que je faisais avant 2012 quand on est arrivé là. Parce que moi je viens de pas très très loin d'ici, dans le sens où j'ai fait mes études à rue Saint-Guillaume, donc à Sciences Po, pas loin. Et après, ouais, c'est très loin de tout ça. Et après, j'ai travaillé dans la coopération internationale pour le développement, surtout en Amérique latine et puis en Espagne. Voilà, et donc je me suis retrouvée à 22 ans avec une vie très normale, dans le sens de toutes les attentes que pouvait avoir la société, de ce que je devais faire. J'avais un emploi en tant que coordinatrice de projet dans une ONG.
Voilà, j'avais une vie qui était très segmentée, très compartimentée, et avec mon travail, donc dans lequel je trouvais un certain épanouissement, mais il fallait aussi avaler pas mal de couleuvres parce que c'était une grosse organisation dans laquelle j'avais pas beaucoup d'impact sur les choix qui étaient faits. Donc voilà, beaucoup de choses que je devais accepter même si je n'étais pas d'accord. Et puis j'avais mes loisirs, mon engagement associatif, une femme de ménage, parce que j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper de chez moi, puis parce que c'était normal, toutes mes collègues en avaient, donc j'en avais aussi. Voilà, c'était la même que celle de mes collègues. J'avais mon abonnement à la salle de sport, parce que voilà, passer toute la journée devant un ordinateur, ça m'entraînait des douleurs au cervical. Et puis les vacances, je partais très loin pour m'évader un peu, parce que, encore une fois, toutes ces journées devant un ordinateur, c'était pas très épanouissant. Enfin voilà, j'avais une vie très monotone et très segmentée. Et donc j'ai décidé de changer, et donc j'ai fait un grand voyage avec mon compagnon, et puis finalement on a acheté ce bout de terrain où on a fait ce que je vais vous raconter maintenant. Donc quand on est arrivé sur ce terrain, il y avait déjà cet habitat qui a été notre premier habitat, dans lequel on a aménagé donc à l'automne 2012, donc avec une caravane et une petite cabane. Et un des aspects importants, qui nous tenait à cœur autour de notre projet, c'était vraiment l'autoconstruction. Donc déjà partir de matériaux locaux et naturels. Donc on a beaucoup travaillé avec la terre, c'est ce qu'on voit sur la photo là sur le côté. Voilà, c'est des fabrications d'adobe. C'est la technique de construction qui est traditionnelle dans la région où on est. On a des bonnes terres argileuses bien lourdes, c'est magique pour construire. Voilà, et le bois, on a 2 hectares de forêt, donc on est parti aussi du bois de la forêt. Et voilà, quelques photos des chantiers. Alors l'autoconstruction, c'était déjà dans une logique, comme je disais, d'utiliser des matériaux locaux, naturels, où on a fait aussi beaucoup de récup. Là, vous voyez des magnifiques palettes pour faire des parties de la structure du toit. Mais c'était aussi vraiment dans l'idée de voir l'habitat comme une occasion extraordinaire d'apprentissage. En fait, au lieu de se remettre pieds et poings liés à un crédit bancaire pour 25 ou 30 ans, c'était de se dire en plus on peut énormément apprendre, énormément expérimenter et le faire de façon collective. Parce que voilà, tout seul, on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a fait. Puis c'était aussi l'occasion de mettre en pratique des tas de choses qu'on avait vues dans des pays du Sud, où là-bas, ils appellent ça la débrouille, ou la bricole. Mais alors aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont rebaptisé ça innovation frugale. Je trouvais ça super. Donc ça veut dire qu'avec de la chambre à air de vélo et avec 3 bouts de bois, on peut faire des tas de choses extraordinaires au lieu d'aller dans un magasin de construction pour acheter l'objet spécifique très cher qui est dévolu à cet usage, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en pratique. Donc voilà, quelques photos du chantier, de ce qui est venu après notre salon. Donc on en a fait un petit peu tous les ans. Ça a été une construction modulaire, quand on avait le temps, particulièrement en été. Donc voilà, ça c'est l'étape suivante. Alors il y a des photos donc ça fait 5 ans, 6 ans maintenant qu'on est là-bas. Donc voilà, c'est un peu les processus au fil des années. Là c'est la construction de la chambre avec des adobes, des briques en terre crue. Et ça, c'est notre maison, ou notre cabane, comme on l'appelle plutôt, telle qu'elle est aujourd'hui, avec une partie du jardin. Voilà, et ça, c'est à l'intérieur. Une partie à l'intérieur. Bon, je suis assez contente. Et ça, voilà, c'est notre chambre. Je disais, c'est des photos assez intimes. Voilà, voilà pour l'aspect habitat, autoconstruction. Ensuite, il y a l'aspect agricole, donc, qui était très présent dans notre projet dès le départ, à la fois pour nous nourrir nous-mêmes, donc on avait vraiment un projet d'autonomie alimentaire, mais aussi d'avoir une activité agricole pour produire des légumes pour les autres et pour en vendre. Et pour nous, en fait, c'était inconcevable d'habiter à la campagne sans travailler avec la terre, sans cultiver la terre, étant donné que notre projet, c'était aussi de réinventer un peu un mode de vie paysan. Et donc de pouvoir aussi vivre en lien avec les saisons et avec le temps, et en lien avec cette terre dont on se sentait très éloigné quand on vivait en ville. Donc voilà, là il y aurait... ça c'est quelques photos donc, des jardins, des plus grands jardins dont on sort l'essentiel des cultures. On cultive plusieurs parcelles.
Donc on cultive avec des techniques inspirées de la permaculture et de l'agroécologie. J'en dirai pas grand-chose aujourd'hui parce que c'est pas vraiment l'objet, mais si ça vous intéresse, il y a quelques livres à la bibliothèque là dans l'entrée et je vous invite à approfondir ces sujets-là. Mais juste vous dire que c'est aussi une agriculture qui va complètement à contre-courant de l'agriculture industrielle moderne, qu'on n'a jamais travaillé le sol. On est parti d'une prairie qu'on n'a jamais labourée de façon mécanique. On a travaillé uniquement avec des couverts végétaux, des techniques donc de mulch, des engrais verts. Voilà, c'est plein de gros mots pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais en gros, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de motoculteur, et on arrive quand même à faire pousser plein de légumes. Voilà. Et donc, on fait des paniers paysans. On travaille beaucoup avec une épicerie qui est dans le village d'à côté et on approvisionne une cantine d'une école. Donc ça, c'était des photos des enfants de l'école qui étaient venus faire un atelier et récolter des pommes de terre avec nous. Voilà. Et dire que pour nous, l'activité agricole, c'est non seulement aussi une très grande source d'expérimentation, d'apprentissage, de découverte. On expérimente toujours des choses nouvelles. On est très en lien avec des mouvements comme ceux de maraîchage sur sol vivant et en lien avec plein d'autres initiatives de gens qui essayent de faire des choses différentes et surtout des choses mieux que ce qui se fait aujourd'hui dans la majeure partie des cas dans l'agriculture. Et après, on essaye aussi de diffuser tout ça. On est aussi un lieu d'expérimentation et de partage pour que des gens viennent, découvrent, voient et partagent avec nous. Donc, ce qui est en lien avec les photos suivantes, c'est un peu les activités qu'on fait autour de l'accueil. Donc, on fait des stages de permaculture et on reçoit chez nous ce qu'on appelle des woofers. Alors, le woofing, c'est un réseau mondial qui existe depuis au moins une quinzaine d'années, depuis assez longtemps, et de fermes biologiques, mais pas que, mais surtout des fermes biologiques, et donc qui accueillent des gens, un peu comme des volontaires, pour des durées qui peuvent aller d'une semaine à 6 mois, à 1 an. Et donc, l'idée, c'est que les gens nous aident quelques heures par jour, en échange sont nourris, logés. Voilà. Nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait lorsqu'on voyageait avec mon compagnon avant de s'installer. Donc, dès qu'on s'est installé, on s'est dit, nous aussi, on va accueillir des gens. Donc ça, c'est une photo de l'une des formations qu'on fait chez nous. Voilà. Donc, dire que c'est un petit peu aussi l'aspect dans notre projet de se dire, dans notre ferme, on peut se recréer notre petit paradis, mais on a envie de le partager. L'idée, c'est pas d'être heureux dans notre bulle, c'est donc de trouver un peu quel est le point de jonction entre notre mode de vie qui reste complètement à la marge ou à contre-courant et la France du XXIe siècle avec plein de gens qui sont pleins d'interrogations et qui sont dans plein de chemins différents. D'autant plus que la permaculture, ce qui est intéressant, c'est que ça interpelle des publics très différents. On a des gens, on a des personnes âgées, de nos voisins qui viennent parce qu'ils cherchent des techniques pour lutter contre les dorifores sur leurs patates. On a des jeunes qui viennent parce qu'ils se posent plein de questions sur la vie, sur le monde et qui ne savent pas quoi faire. On a des gens très, très, très différents qui viennent par ce biais et donc avec qui on peut échanger et partager. Ensuite, les stages, c'est aussi une source de revenus, on peut le dire, non négligeable. Mais là aussi, pour nous, ça fait partie du militantisme. Comme on a des besoins financiers qui sont très réduits, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de... on avait mis quelques sous de côté avant de s'installer, donc on a pu acheter le terrain sans crédit. Et après, l'avantage de l'autoconstruction, surtout telle qu'on l'a pratiquée, c'est que ça coûte quasiment rien. Donc quand en plus on produit la grande partie de son alimentation, on achète peu de choses, on achète des céréales, la farine, le riz, l'huile, on achète des trucs quand même, mais notre projet, c'est pas d'autosuffisance alimentaire, ça serait impossible et illusoire à l'échelle d'une famille, même avec plein d'amis et de coups de main. Donc on a besoin d'un peu d'argent, mais quand même pas beaucoup. Donc c'est ça qui nous permet aussi de faire des formations à prix libre, d'être très ouvert, que ça devienne jamais un business, quoi. Ce qui est souvent le cas autour de la permaculture et de ces mouvements-là. Pas parce que ce soit des gens hypocrites ou de mauvaise volonté, mais parce que beaucoup de gens ou de structures ont des besoins financiers énormes et du coup se voient obligés. C'est une grande question, est-ce qu'ils sont vraiment obligés? Mais en tout cas, ils se sont mis dans quelque chose qui font qu'ils pratiquent des tarifs très élevés et que tu as toute une partie de la population qui reste en dehors.
Donc nous, heureusement, on peut avoir le luxe d'accueillir tous ceux qui veulent. Voilà, donc quelques photos de stage et des stagiaires et des woofers. Et vraiment, j'insiste aussi sur le fait qu'on n'aurait absolument pas pu faire ce qu'on a fait, surtout au niveau de l'habitat, si on n'avait pas eu tous ces gens qui sont venus nous aider pendant quelques jours, quelques semaines. Voilà, ça a été une très belle aventure collective, avec des gens très différents. Et enfin, la vie de famille. Alors j'ai commencé par ces photos, donc c'est ma fille aînée Aïcha, pour montrer aussi à quel point c'est intégré à tout le reste. Oui, voilà, en intégrant un petit peu toutes les sphères de notre vie, c'est ça aussi qui nous a permis pour le moment de ne pas scolariser nos filles, ce qui est un choix pour nous, mais c'est aussi une possibilité, parce que beaucoup de gens qui peuvent partager ces réflexions-là ne peuvent pas le faire, même s'ils aimeraient. Mais bon, nous, comme on a des activités qui font qu'on est comme la plupart du temps chez nous, et en plus qu'on a beaucoup de soutien, donc on peut avoir nos filles avec nous, qui du coup participent de toutes nos activités. Donc Aïcha, elle a fait des dizaines de stages de permaculture depuis qu'elle est née. Elle connaît tous les jeux, toutes les dynamiques, elle aime beaucoup ça. Voilà, les filles ont été associées au chantier, elles sont avec nous au jardin, elles nous accompagnent. Donc ça nous permet d'être à la fois disponibles pour elles, en même temps sans être tout le temps centré sur elles dans un milieu artificiel comme le serait un appartement en ville ou même une école. Un milieu qui est coupé du reste du réel, quoi. Donc voilà, Voilà, là on voit Ellie, peu de temps après sa naissance. Donc là, oui, on a fait des essais aussi de culture de céréales pour faire notre farine. Donc, Aïcha qui nous aide à trier le blé. Les sessions de transformation, jus de pomme, etc. Ça leur plaît bien aussi. Donc, voilà, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était aussi de pouvoir leur offrir un environnement aussi riche, aussi varié, avec beaucoup de choses à partager. Et de se dire qu'elles sont là pour partager notre vie et qu'on n'est pas là pour les éduquer. Sinon, c'est beaucoup plus intégré, en fait. Elles apprennent, on apprend. De toute façon, on est dans un environnement où tout le monde apprend. Elles comme nous. Et on avait à cœur aussi de pouvoir les éveiller à la beauté du monde, par le lieu où on vit, et à la fragilité du monde, et aussi à leur responsabilité, à notre responsabilité à tous, pour prendre soin de cette vie et de ce monde. On avait aussi à cœur qu'elles aient des apprentissages qui ne soient pas fondés sur la peur de l'échec, ce qui est comme souvent le cas à l'école, mais vraiment qui partent toujours de l'enthousiasme d'apprendre. Tout ça, c'est des choses dont je pense que vous reparlerez demain avec Isabelle Peloux au niveau de l'éducation. Mais en tout cas, c'est un aspect très, très important de notre vie, et surtout actuellement, avec donc 3 enfants de 6, 3 et 1 an. Elle est par là, quelque part. Je crois qu'elle dort derrière. Voilà, surtout moi, dans ma vie actuellement, c'est sûr que ça prend beaucoup de place, mais en même temps, c'est une place qui est interconnectée avec toutes les autres places de ma vie sociale, professionnelle, militante, musicale, voilà, et j'en passe. Et vous dire aussi que dans ce domaine de l'éducation, c'est peut-être le domaine encore plus que tout le reste, dans lequel on a pu se donner aussi le luxe de prendre le temps de décider, en fait, de remettre en question, de remettre en cause, d'inventer et d'être au quotidien, vraiment dans la construction de comment c'est vivre à 5, comment c'est vivre ensemble, comment on communique, comment on interagit, sans être tout le temps en train de courir et d'être absorbé par une fatigue qui ne permet plus de se demander comment on veut faire les choses, quoi. Ah oui, alors une photo très intime, mais que je tenais à mettre, parce que c'est la première photo de Julia, donc celle qui est ici, qui dort derrière, donc qui est née à la maison. Et donc voilà, c'est une photo très intime, mais pour moi qui a sa place dans un lieu public, parce que l'accouchement à domicile en France, c'est une pratique qui est très méconnue et très décriée. C'est très courant dans d'autres pays d'Europe, notamment en Hollande, on en parle souvent, c'est 1/3 à peu près des naissances qui se font à domicile. En France, c'est considéré à tort comme une pratique dangereuse. Et les courageuses sages-femmes qui le pratiquent sont victimes d'une véritable chasse aux sorcières. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais mettre ici et rappeler que pour moi, c'est vraiment en cohérence avec tout le reste, en fait. C'est aussi se rappeler
qu'on peut aussi prendre la responsabilité de ce moment-là, que c'est vraiment fondateur de toute la relation qu'on a après avec notre enfant, avec soi-même. Enfin, c'est un acte quand même extrêmement important et en même temps extrêmement simple. Donc ça va pour moi dans cette ligne de la sobriété. En accouchant 3 fois à la maison, j'ai épargné environ 10 000 € à la sécurité sociale. C'est pas rien en termes de sobriété. Et surtout, voilà, pour vivre un événement absolument magique, donc accompagné par une sage-femme qui était là. Donc voilà, je ne suis pas contre l'hôpital. J'y aurais été avec beaucoup de soulagement si j'en avais eu besoin, mais j'en ai pas eu besoin. Donc, quoi d'autre ? J'arrive à la fin. Ben justement, voilà, quelques autres photos de la vie de famille. Voilà, donc ça c'est chez nous, la zone de jeu. Ça c'est un lac qui est juste à côté. Et ça c'est la dernière photo que j'ai appelée donc voilà, image d'Épinal, parce que je me suis dit, après avoir présenté ces photos, je me suis dit je vais les faire rêver. Ils vont se dire ouais, c'est beau, etc. Et en fait, il faudrait pas oublier que les photos, on les prend toujours les jours où il fait beau, on fait des sourires, etc. Donc ça peut donner une image waouh. Alors juste vous dire pour l'anecdote, cette photo-là, donc c'était quand Joanne était en train de finir de monter le toit de la chambre. Il était au bord des larmes, au bord de la crise de nerfs. Ils avaient annoncé de la pluie à partir du soir même pour toute la semaine. Et c'était un défi technique hallucinant parce qu'il fallait qu'il y ait une pente par là et une pente par là. Et puis on travaillait donc avec du bois de la forêt, donc il n'y a rien qui est droit. Il faut mettre des cales partout. Enfin, c'était un stress horrible. Et donc voilà, rappeler qu'évidemment, des moments comme ça, il y en a plein. que c'est pas facile. Voilà, qu'on est très heureux de vivre ce qu'on vit, mais qu'évidemment, il ne faudrait pas s'imaginer non plus que c'est que du bonheur. Voilà. Et aussi que c'est pas, qu'on veut pas non plus du tout ériger ça comme un modèle à suivre. C'est notre expérience et qu'on a envie de la partager. Surtout pour montrer que c'est possible, que d'autres chemins sont possibles et que de même que nous, on a réussi à se créer notre propre chemin, on a envie d'inviter tout le monde aussi à se dire oui, peut-être comment est-ce que je veux vivre en cohérence avec mes valeurs, en cohérence avec mes rêves et comment est-ce que je peux y arriver, quoi. Se rappeler qu'il y a d'autres manières de faire. Mais voilà, donc ça, c'est pas une recette magique, j'ai rien à vendre, c'est juste un témoignage que je voulais partager avec vous. Et avant de finir, juste 2-3 petites réflexions. Alors la première réflexion que je voulais partager, c'est une phrase de Camus, de son livre La Peste. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est de mémoire, mais je crois que c'est « Il n'y a pas de honte à être heureux, mais il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul ». Et je me dis que c'est une phrase, en fait, si on l'extrapole un peu à « Il n'y a pas de honte à être heureux à juste quelques centaines de millions d'individus sur la planète », c'est pareil, c'est un peu tout seul si on oublie tous les autres milliards, quoi. Alors c'est une phrase qui peut paraître très culpabilisante, et ça c'est très mal vu dans la société d'aujourd'hui. Quand on parle de la responsabilité des consommateurs, il y a tout de suite ce truc de mais faut arrêter de s'auto-flageller et de se culpabiliser. Mais pour moi, je la vois pas comme une phrase culpabilisante. Au contraire, ça nous renvoie à notre formidable pouvoir d'action, de se rappeler en fait que de choisir comment on vit et du coup de renoncer à toute une série de choses qui nous sont offertes sur un plateau, c'est aussi quelque chose de merveilleux et qu'il faut célébrer. Parce que c'est là qu'on est citoyen et qu'on fait vraiment partie du monde. Donc voilà, c'est quelque chose de très révolutionnaire, de très à contre-courant, mais dont il faut se rappeler. Le renoncement, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est à contre-courant parce qu'on est dans une société où on a l'impression que le bonheur, c'est justement de pouvoir tout faire, d'aller partout, de pouvoir tout acheter. Je me rappelle d'un ami de Sciences Po. C'est vraiment une conversation qui m'avait marquée. Lui, il avait choisi de travailler dans la finance, donc il avait fait un master finance, et après il travaillait pour une grosse boîte de conseil. Il travaillait 15 heures par jour, dans une ambiance horrible, dans un boulot qui le questionnait beaucoup, mais il m'avait expliqué, moi ce que je veux, c'est quand je sors le week-end, si je veux manger un kebab, je peux manger un kebab, c'est ce qu'on faisait au moment où on avait cette discussion. Et si je veux manger du caviar, je peux manger du caviar. Ouais, bon...
Et en fait, cette phrase, je l'ai entendue plein de fois dans la bouche de plein de personnes, de pouvoir se permettre telle chose. Donc oui, c'est vrai, mais bon, voilà, comme ça, si j'ai envie d'aller une semaine en Thaïlande, bah, je peux y aller, quoi. Faut se faire plaisir, non ? L'expression se faire plaisir, qui est presque toujours attachée à un acte de consommation. Quand même, on va se faire plaisir, on va à un petit resto, On a l'impression que renoncer, c'est ce qui peut nous arriver de pire. Non, il faudrait pouvoir tout faire et aller partout. Et donc la simplicité volontaire, au final, c'est vraiment à l'inverse de tout ça. C'est l'art de vivre dans la mesure et de voir le renoncement, au final, comme un choix. C'est pas arrêter de consommer. Consommer, on va tous continuer à le faire, mais du coup, on fait des choix conscients et éclairés, des choix réfléchis. Et choisir, ça veut dire aussi laisser des choses de côté. Voilà. Donc, et ça, lorsque c'est choisi, c'est associé à une très très grande joie. Quand c'est choisi et assumé. Donc c'est d'où cette idée de sobriété heureuse. Donc j'ai bien en tête que la sobriété, que même en fait notre mode de vie, pour plein de gens, donc on est bien en dessous de tous les c'est quoi le truc de pauvreté, le seuil de pauvreté, voilà. On est en dessous du seuil de pauvreté et pour plein de gens et notamment des personnes âgées, c'est comment vous pouvez faire ça alors que justement nous, notre génération, on a tout fait pour s'éloigner de ça et plus avoir à laver les couches à la main, quoi. Et donc, je comprends que la même situation peut être très mal vécue. Mais quand c'est un choix, encore une fois, un choix conscient et éclairé, on ne le vit pas du tout pareil. C'est vécu dans la joie. Et au contraire, moi, ce qui me paraît très triste, c'est d'être enfermé dans un cadre qu'on n'a pas choisi et de se dire, ça ne me plaît pas, je suis pas d'accord, j'en ai même un peu honte, mais j'ai pas le choix, j'ai le crédit à payer, donc voilà, moi j'ai l'impression de vivre, d'avoir beaucoup de liberté, même avec des couches à laver et voilà, et le poêle à allumer, le bois à faire et le jardin c'est beaucoup de choses à faire, mais c'est une très grande liberté parce que je l'ai choisi. Et enfin, donc en lien par rapport à ça et pour avoir une perspective un peu plus globale, la semaine dernière, j'ai lu un livre que je vous recommande à tous, c'est un livre de Christophe Brusset, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça ?» Un industriel de l'agroalimentaire dénonce. C'est très instructif. Et ça nous concerne tous, parce que même moi, des fois, je vais au supermarché et j'achète des trucs. Et donc il y a beaucoup d'anecdotes très croustillantes, sur tous ces produits qu'on achète au supermarché, des matières premières avariées, des marchandises trafiquées, etc. Mais moi, surtout, ce que j'ai retiré de ce livre, c'est l'impuissance et la déresponsabilisation de tous les gens qui travaillent dans ces secteurs. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le livre. En gros, le grand message de l'auteur, donc qui a travaillé lui-même dans ces boîtes-là pendant des années, c'est de dire que dans le contexte économique actuel de concurrence exacerbée et à niveau mondial, qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix parce que c'est la guerre des prix et que si jamais ils essayaient de changer quoi que ce soit, tout de suite l'entreprise ferait faillite et qu'elle disparaîtrait. Donc sa conclusion au final, c'est de dire les seuls qui ont un pouvoir d'action par rapport à tout ça, c'est vous, c'est les consommateurs. Je disais ça, je me disais ouais, super. Mais tout de suite après, il réduit complètement la portée de ses paroles en disant faut admettre qu'avec le rythme trépidant de nos vies modernes, on peut quand même pas se passer d'aller au supermarché, d'acheter des plats préparés, etc. Il dit même, il faudrait consommer que des produits bruts. Mais ça, c'est complètement impossible, c'est illusoire, on n'a pas le temps, aujourd'hui, c'est plus possible. Et quand je lisais ça, je me disais, oui, effectivement, si on prend les choses comme ça que de manière complètement segmentée, encore une fois, tout de suite, on a ce sentiment d'impuissance et on se dit, c'est impossible. Et donc, en fait, se rappeler que tout est lié et que du coup, si on veut changer ça, c'est l'ensemble de notre vie qu'il faut reconsidérer. C'est pas juste qu'est-ce que je vais acheter quand je vais au supermarché. Et donc, se rappeler que mon alimentation, elle est liée à la maîtrise que j'ai de mon temps, que ça, c'est lié à mon travail, ou en tout cas mon activité qui est génératrice de revenus. Ça, c'est lié à mes besoins financiers. Mes besoins financiers, ils sont liés à mon habitat, au crédit que j'ai, que je n'ai pas. Ça, c'est lié à mes compétences. Voilà, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Et que, ou bien on a un terrible sentiment d'impuissance et on se dit qu'on ne peut rien faire, ou bien on a la joie de faire un pas de côté et puis vraiment de réinventer et de construire sa vie
et la place qu'on veut avoir dans le monde, quoi, mais de façon globale. Et voilà.